Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 6 mai 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Lanceur d'alerte. Et pour ce troisième épisode, nous avons la chance et même l'honneur d'avoir avec nous une chercheuse indépendante, une lanceuse d'alerte qui s'appelle Dondé Bamos. Bonsoir Dondé. Hello, salut tout le monde. Désolée de pas m'afficher, mais bon, je serai bien présente quand même pendant ces quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement pourquoi tu souhaites ne pas t'afficher à l'écran vu que c'est assez rare sur le Front Médiatique? Oui, on m'a demandé de pas le faire. C'est une promesse que j'ai fait quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. C'est une question de prudence en fait, hein, tout simplement quoi. Merci pour cette petite précision. Donc ensemble, on va tenter d'aborder un sujet compliqué pour mieux protéger nos enfants. Voilà, donc Dondé Bamos, c'est un pseudonyme car les sujets que tu abordes sont extrêmement sensibles. Tu es une ancienne journaliste professionnelle, tu as travaillé à la fois dans la presse écrite et pour le web, et tu as quitté ce métier avec grand plaisir. C'est toi qui le dis comme ça. En effet, dans le contexte médiatique qu'on te proposait, ça ne te permettait pas d'exercer cette profession selon tes aspirations et d'être en cohérence avec tes valeurs. Et donc, tu as démarré un blog qui s'appelle Dondé Bamos, qui est un blog avec des ressources extraordinaires, malgré la dureté des sujets, que tu as créé fin 2007. Tu étais à la fois à l'époque choqué par la crise économique qui s'annonçait, puis on a traversé, comme tu le dis, le Sarkoland, puis le Flambiland, et maintenant on est en Macronistan. Voilà. Et donc ça t'a donné de la force pour continuer ce travail de réinformation depuis près de 15 ans maintenant. Entre-temps, tu t'es aussi intéressé de près, même de très près, au problème de la pédocriminalité et des réseaux pédophiles, qui a pendant des années occupé quasiment tout ton temps libre pour des recherches et des investigations sans fin. Maintenant, selon toi, nous devons faire face à une dictature qui se met en place progressivement. C'est donc une évidence pour toi d'intensifier la résistance face à la propagande et à dévoiler, mettre en lumière les coulisses de ce pouvoir sans limite. Tu tiens à rappeler que tout ce que tu dis, tu le dis en ton nom et tu es la seule responsable de tes écrits. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sujet assez sensible ce soir qu'on va aborder, mais qu'on va essayer d'aborder avec intelligence, avec pédagogie, un sujet qui n'est pas forcément connu du grand public, est-ce que tu pourrais te présenter après cette petite présentation formelle pour nous expliquer aussi un peu ta méthode de travail depuis des années que tu fournis et que tu partages sur le blog donc Dondé Bamos. Ouais. Alors, en gros, moi j'ai toujours écrit déjà aussi. Enfin déjà, j'ai commencé je crois, à faire le premier journal. Je devais être en primaire. Donc j'ai toujours trouvé que il fallait absolument que les gens comprennent certaines choses pour pouvoir décider en conscience. C'est comme ça que je me suis retrouvée finalement à être journaliste, hein, logique, jusqu'à ce que j'arrive aux limites du métier, on va dire, dans un contexte où voilà, où les journalistes, la presse écrite en particulier, euh, sont contraints autant par des mesures de restriction financières que par des lignes éditoriales de plus en plus commerciales. Les journalistes ne peuvent plus travailler, hein, en réalité. Il y a énormément de freins et donc j'ai compris que c'était pas du tout par ce canal-là que je pourrais communiquer ce que j'avais en tout cas envie de dire, quoi. Et notamment sur la pédocriminalité où ça m'est arrivé d'avoir un dossier où même mes grands chefs ont considéré que c'était tout à fait vrai, mais que bon, on n'allait quand même pas embêter certains politiciens, quoi. Voilà. En fait, c'est un jeu de dupes, quoi. Donc, je me suis retrouvée en fait à ouvrir ce blog en 2007. Je terminais mes études, hein, j'avais fini mes études et je voulais dire des choses, notamment sur la crise économique. Oui, là, on était à cette époque-là, après la crise des subprimes. Donc, je voyais très bien les mécanismes financiers en jeu. Je voyais très bien la spéculation qui commençait à prendre un poids phénoménal sur l'économie, un poids qui a été renforcé d'ailleurs, hein, après la crise de 2008. On le constate aujourd'hui, hein, il n'y a plus d'hôpitaux en France, par exemple. Voilà. Et donc, je me suis mise beaucoup sur les enjeux financiers, les enjeux économiques, les enjeux de création monétaire. Et je me suis heurtée là à un problème qui s'appelle les paradis fiscaux et l'opacité absolue du système.
Cependant, je me suis vite rendu compte que les gens qui avaient le pouvoir, notamment en Europe, notamment au niveau bancaire, notamment au niveau politique en termes de lobby, et cela depuis la création de l'Europe, je me suis aperçue que les gens qui avaient du poids en termes de lobby et de poids financier aux États-Unis, je les retrouvais dans certains dossiers de pédocriminalité. Et donc, je me suis dit, tiens, on va changer de braquet. On va aller creuser par là parce que déjà on parle d'enfants, donc déjà d'une. Là c'était le truc a vraiment qui était juste pas supportable déjà d'une. Et en plus de ça, je me suis dit ça, il faut vraiment le dévoiler parce qu'en fait j'ai pas compris tout de suite où je mettais les pieds et ce à quoi j'avais affaire, mais ce que j'ai assez vite compris, c'est qu'en fait tout ça c'était un système qui tenait bien et qui était mais complètement caché des gens. Et que même quand des journalistes ou des témoins s'aventuraient à en parler, comme ça a été le cas par exemple avec l'affaire du Trou ou d'autres affaires, on avait affaire alors là à une levée de boucliers phénoménale, je vais dire de la pensée unique, mais en fait c'est simplement de ceux qui tiennent le pavé et qui n'ont pas du tout envie qu'on aille remuer entre guillemets cette fosse à purin là, quoi. Et donc je me suis dit tiens, c'est exactement là qu'il va falloir mettre le doigt, quoi. En Eh bien, gros. merci pour ces précisions, Don Debamos. Et ça confirme la difficulté, voire même l'impossibilité aujourd'hui d'aborder certains sujets dans les médias français dominants. Et c'est un exemple de plus qui montre l'importance des médias indépendants ou des médias citoyens, comme le Front médiatique et tant d'autres, qui donnent la parole à des chercheurs, à des anciens journalistes comme toi, qui tentent d'aborder ces sujets nombreux. En l'occurrence, ce soir, on va s'intéresser donc à la pédophilie, mais on pourra potentiellement faire d'autres émissions, vu que tu as fait des recherches sur de nombreuses thématiques qui essayent de comprendre donc les coulisses du pouvoir dans notre époque. Donc, pour pouvoir essayer de planter un peu le décor, on va essayer de faire, comme je le disais en introduction, une émission assez pédagogique, assez accessible, parce qu'aujourd'hui, concrètement, le grand public est très peu informé des enjeux autour de la pédophilie, malgré qu'il y ait quelques sorties médiatiques ponctuelles, elles sont assez limitées dans la véracité, dans la qualité des informations qu'on a la chance d'avoir. Donc déjà, pour essayer de partir sur des événements, des éléments assez concrets, assez terre à terre et qui concernent malheureusement beaucoup d'enfants, ça me rappelle ce livre qui est sorti assez récemment, avant les fêtes de Noël, sorti par Carl Zero, qui s'appelait 1 sur 5, qui rappelait qu'en Europe, il y avait un enfant sur 5 qui subissait des violences, et donc des fois des violences sexuelles. Et donc, est-ce que déjà tu pourrais, pour introduire un peu notre échange, pourquoi on parle si peu de ces enfants qui subissent ces violences sexuelles, et ce sujet un peu, nous planter un peu le décor, vu qu'on est assez novice, on va dire, sur la question. Alors oui, déjà il y a 2 choses tout à fait différentes. Déjà, il y a d'un côté, les victimes et de l'autre côté, il y a, on va dire, les jugements qui sont rendus, mais rien à voir avec la réalité. Effectivement, on a des études de victimologie qui disent que, un Français sur 5, 1 sur 6, a été victime mineure, d'abus sexuels. Il est aussi complètement avéré par les études de victimologie, par exemple, que 80% en fait des victimes de violences sexuelles sont des mineurs en France. Bon, et ben c'est toujours pas une priorité et ça ne l'est pas et depuis des années. Alors bon, comment est-ce qu'on en arrive à ce qu'il y ait autant de victimes et puis je pense que ça fait qu'augmenter en proportion. Parce qu'il y a l'impunité en fait qui est complètement organisée sur le plan judiciaire. Faut pas avoir peur des mots. Depuis le temps que les alertes sont dites et depuis le temps que les solutions sont apportées. Bon voilà, ça c'est un graphique en fait qui montre l'augmentation des plaintes pour viol sur mineurs en mois par mois. Donc là en rouge ils ont mis les mois de mars 2018-2019. Donc sur un mois, voilà, on est à peu près à 1000 plaintes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de plaintes augmente tous les ans. On est à peu près à la louche à quelque chose aujourd'hui comme 8 ou 9 000 plaintes par an pour viol sur mineur. À peu près 8-9 000. Eh bien, on est à moins de 400 condamnations par an pour viol sur mineur. Voilà. Alors, toute la question du système judiciaire, c'est comment on en arrive à ça. Comment on en arrive à ce que
un enfant qui porte plainte et à peu près une chance sur. Alors, je suis très mauvaise en maths, mais bon. Euh, Tu as dit 400 sur 8000? ouais, c'est ça, Ça 400 fait sur 8000. 5%. Ça fait 5% à peu près. Voilà, en gros, bah, une chance sur 20, hein, à peu près, d'avoir son violeur condamné pour viol. C'est absolument une catastrophe, hein. Alors, on va en reparler, hein, il y a eu beaucoup de théories fumeuses créées par des pédophiles qui ont permis aux tribunaux et à des juges et à des experts d'expliquer que les enfants sont des menteurs, ça c'est une chose. Et on a une justice d'une complaisance folle qui arrive à classer sans suite, directement, à peu près 76, voire je crois aujourd'hui on est plutôt autour de 78 et on n'arrive plus à avoir les chiffres depuis 2 ans. 78% des plaintes pour viol sur mineur sont classées d'office, en fait. Voilà. Partant de là, bah, comme il n'y a rien au niveau judiciaire, bah, il n'y a rien dans les statistiques et donc il n'y a pas de phénomène, en fait. Et en Avec moins plus, de 400 condamnations, c'est. Voilà. si je Oui, peux me permettre, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent des violences sexuelles qui ne sont pas en capacité de porter plainte. J'imagine que la proportion de ceux qui portent plainte est lui-même ultra minoritaire. bah, Donc à on la fois, il y estime, ouais, a... c'est 1 sur 10 à peu près, en gros. Et encore. Mm. Et pourtant, donc, il y Ouais. a des enfants qui parlent et qui s'expriment sur le sujet et enfin, Bah là, qui partagent. voilà, le schéma que vous avez, bah, c'est à peu près un enfant sur 10 qui arrive à ce que son cas se traduise par une plainte. On parle bien de viol parce qu'en plus de ça, il y a les agressions sexuelles et ça, c'est, je crois, à peu près 14 à 16 000 plaintes par an, où on a plus de condamnations là, hein, parce qu'il y a beaucoup de viols qui sont correctionnalisés, qui sont considérés comme des agressions sexuelles et jugés donc en correctionnel comme des délits alors qu'en fait, il s'agit bien de viol. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais si on reprend ce schéma-là, c'est les chiffres de 2016. Bah, là, à l'époque, on n'était qu'à 70% de classement sans suite. Ça ne fait qu'augmenter, hein, alors que le nombre de plaintes augmente. Reviens sur le fromage, s'il te plaît. Voilà, donc on a 70% de classement sans suite. Après, il y a les non-lieux, donc c'est-à-dire qu'il y a une petite enquête et puis finalement, on considère que bah, finalement, il n'y a rien à faire. Ça, c'est à peu près entre 13 et 15%. Après, il y a les viols qui sont correctionnalisés, hein. C'est à peu près 5%. Et finalement, on en a 11% qui vont aux assises et là-dedans, ils ne sont pas tous condamnés. Voilà, ça c'est la réalité. Donc, on en est aujourd'hui, nous, bah, les gens, les associations qui essayent de conseiller les victimes, des fois, on leur déconseille carrément d'aller porter plainte, hein, parce qu'en plus, c'est un chemin de croix, c'est à peu près 9 ans de procédure, hein, avec expertise psychiatrique à la clé. C'est la victime, en fait, qui est mise sur la sellette. Voilà, hein, donc, ouais, le chiffre, le graphique d'en dessous, voilà, ça c'est les condamnations. Voilà. Alors, on constate que depuis le jugement d'Outreau, en 2005, bah, ça chute. Voilà. On est à moins 40% de condamnation pour viol sur mineur depuis l'affaire Outreau. Voilà. Alors que les plaintes augmentent, hein. Voilà. On Ça, voit les c'est la plaintes qui France. augmentent ici. Et Ouais. ici, on voit la diminution depuis 2005 des deux courbes donc de viol et autres violences sexuelles et qui diminuent assez rapidement. Voilà. Donc ça c'est la réalité, malgré les grandes causes nationales et malgré les discours vibrants de certains politiques quand l'opinion commence à s'agacer. Voilà, donc toute la question en fait, c'est comment est-ce qu'on en arrive à des choses pareilles, parce que derrière ces chiffres en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous on a des enfants bah, qui dénoncent des viols commis par leur père, voilà. La plainte est classée sans suite, et que fait la justice? Eh bien, elle confie l'enfant à l'agresseur. Et oui, puisque comme il y a un classement sans suite, il n'y a rien. Comme le parent protecteur, enfin souvent la mère, mais ça peut être le père, hein, souvent la mère donc dénonce des viols bah, qui n'ont pas lieu pour la justice. Donc la mère est folle, la mère est manipulatrice. Donc la mère doit être éloignée de l'enfant. Et évidemment, la pauvre victime, le père agresseur, lui, est ravi d'accueillir l'enfant et il va se faire un plaisir de couper tous les liens le plus vite possible. Et ça, c'est des cas qu'on voit à longueur de semaines, depuis des années.
Et donc voilà. Donc après, ils font des gesticulations régulièrement en disant oui, on va améliorer la loi, etc. La réalité, c'est que on a des mini-tribunaux départementaux maintenant qui sont censés juger les viols sans jury populaire, avec des peines déjà complètement opaques et puis de deux qui seront moins élevées, quoi. Voilà. Donc en fait, ils sont plus occupés à les protéger. Et quand on voit, on va peut-être en parler un petit peu tout à l'heure, quand on voit les procédures et les enquêtes qui sont menées sur ces affaires-là, c'est hallucinant. Il arrive des dossiers où on a jusqu'à 6, 7, 8, 10 signalements de professionnels. Ça peut être un orthophoniste, ça peut être le médecin de famille, ça peut être le psy, qui disent au juge, attention, cet enfant-là est en danger. On peut avoir des rapports des fois de médecins légistes. Eh bien, figurez-vous que pareil, c'est classé sans suite. Voilà. Ça paraît impossible. Enfin, Ah oui, ça paraît dingue. Hein. Ouais. Bah, c'est pas pour rien qu'en fait, la France est le troisième pays producteur de sites pédoporno au monde. Il y a une impunité totale dans ce pays. Hein. Ils sont tranquilles. Hein. D'ailleurs, il y a eu une affaire de réseau pédophile en Espagne il y a très peu de temps. Il y avait 2 Français à la manœuvre. Devinez où ils sont allés se planquer. je sais pas. En France. Voilà. Bah ouais. Bon, voilà. Donc en fait, ce pays, on a tendance à l'appeler Pédoland en France. Alors ça peut avoir l'air un peu excessif. Pour nous, c'est quand même plutôt soft par rapport à la réalité de ce qu'on entend, de ce que les enfants disent et à la réaction judiciaire derrière. Et là, on parle que de cas encore assez, entre guillemets, simples. On parle d'inceste familial. Je vous dis pas quand on arrive sur des groupes un peu plus organisés. Hein. Bon. Donc en gros, là, c'est les chiffres qui sont un petit peu hallucinants qu'il faudra un peu retenir. Voilà, j'ai les chiffres là de 2016, c'est 352 condamnations pour viol sur mineurs de moins de 15 ans. Voilà. On a en 2016, ils ont identifié 32 000 auteurs de viols sur mineurs et il y a eu que 9 000 poursuites. Voilà. Donc c'est vrai que ça incite pas non plus les pédophiles à avoir peur et à se retenir. Et en plus de ça, quand ils ont une peine de prison, en général, c'est du sursis, hein, où ils prennent moins de 2 ans, donc en fait, ils vont pas en prison. Voilà. Et pourquoi, comment on justifierait, comment tu expliques le placement si rapide donc chez le pédocrie, enfin chez le parent qui abuserait de son enfant. Donc là, c'est juste la justice pour toi qui est le bras, enfin la justification qui permet donc de laisser l'enfant dans la famille enfin chez le parent où il subit ces violences-là. Oui, tout à fait. Sans la justice, ou alors si elle faisait un peu mieux son travail, d'ailleurs, ça arrive parfois, hein, on n'en arriverait pas là. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a une combinaison de choses. Déjà, il y a une formation des juges, il y a une formation des éducateurs des services sociaux qui est lamentable sur la parole de l'enfant, sur la victimologie. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ont été éduqués à des théories comme le syndrome d'aliénation parentale, qui a C'est été quoi ça? inventé. Alors, le syndrome d'aliénation parentale, en fait, c'est une théorie qui a été inventée par un Américain qui était pédophile d'ailleurs, Richard Gardner, et qui consiste à dire que quand un enfant dénonce des abus et qu'il y a un contexte de séparation, eh ben, à tous les coups ou presque, c'est que l'enfant ment parce qu'il est manipulé par sa mère, qui veut s'octroyer l'enfant pour elle toute seule. Et cette théorie-là a été enseignée aux magistrats, aux éduques, voilà, et même à énormément de psy. Voilà. C'est une catastrophe parce que aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'utiliser cet argument, mais on entend des arguments comme la mère est trop fusionnelle, donc on retire l'enfant, par exemple. Ça revient. Donc, en fait, ils ont ces théories-là en tête. Ils considèrent que, et ça peut se comprendre, que le type en face d'eux qui est en train de pleurer et de dire que cette femme est une sale manipulatrice, hein, qui a tout inventé, c'est normal qu'ils se disent que ce gars-là en face, il peut pas avoir fait ça à son enfant. Et comme il n'est pas condamné, tu as plutôt envie de le croire. Et donc, forcément, c'est la mère qui, en plus, souvent est énervée. Souvent, elle est à bout de nerfs. Souvent, elle s'emplafonne les services sociaux parce qu'elle comprend rien à ce qui lui arrive. Donc, forcément, lequel a l'air un peu énervé, lequel a l'air de la victime dans les deux. Voilà.
Et Donc ça, le parent qui dénonce, en fait, il pense qu'il est fou dans ce contexte-là. ah bah, il y en a, alors de moins en moins parce qu'ils arrivent à se renseigner, mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai eu des parents qui croyaient qu'ils étaient dingues. Ils ne comprenaient pas pourquoi on venait de leur prendre leur enfant alors qu'ils avaient porté plainte pour des choses graves et que cet enfant avait été confié. Alors avant, il passait par les services sociaux avant de les renvoyer chez l'agresseur. Maintenant, c'est direct chez l'agresseur. Hein. On demande à la maman, allez, un mois ou deux après qu'elle ait porté plainte, de venir chez le juge des enfants avec l'enfant et elle repart sans. Et après, c'est point rencontre avec 1 heure en visite médiatisée tous les mois ou tous les 2 mois. Mais Et comment peuvent faire accepter, enfin, parce qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont sincères, il y a des orthophonistes, des psychiatres qui peuvent être sincères. Et donc, pourquoi ces professionnels de l'enfance ou de la santé n'arrivent pas à faire remonter, comme tu le disais, à travers des expertises, des témoignages de l'enfant et tout, n'arrivent pas à peser dans la balance de la justice? bah, déjà, ils recueillent pas le témoignage de l'enfant. Hein. Nous, on a des gens dans les services sociaux qui disent, mais tu sais, ton papa, il t'aime, hein. C'est rien, hein, tout ça. Bon, ça arrive d'aller jusque-là, hein. Oui, oui. Donc il y a vraiment, alors ça, c'est le cas extrême, mais il y en a beaucoup qui croient bien faire, et c'est ça le problème aussi. Voilà. Donc, les Donc en travailleurs eux-mêmes, les professionnels eux-mêmes sont manipulés et ne Bah, se rendent pas forcément compte on leur a appris dans leurs études que, avec le syndrome d'aliénation parentale, et je peux vous dire qu'ils en ont beaucoup entendu parler, bah, a priori, c'est les mères qui manipulent. Et puis quand tu vois qu'en fait, il y a 400 condamnations par an pour viol sur mineur, tu te dis, c'est pas le père là. Enfin, tu te dis, voilà, il y en a pas autant et elle fabule. Et on entend même des policiers spécialisés dans la parole de l'enfant considérer que les enfants mentent la plupart du temps, ou exagèrent, ou interprètent des gestes. Or, il y a des études qui ont été faites sur des procédures, notamment beaucoup au Canada et aux États-Unis, où chez les petits-enfants de moins de 5 ans, le taux de mensonge, il n'est même pas à 2%. Hein. Et encore, c'est pas des mensonges, c'est plutôt de la mauvaise interprétation de ce qu'a dit l'enfant, quoi. Voilà. Euh, et donc, chez les plus grands, il peut y en avoir un peu plus, mais on ne peut pas avoir un gamin de 6 ans qui raconte devant un psy, puis devant le médecin légiste, puis devant les flics, puis en plus, il a commencé à le raconter à quelqu'un d'autre. Puis souvent, il va avoir plusieurs psys et plusieurs expertises psychiatriques. Ils peuvent pas tenir un discours cohérent s'ils n'ont pas vécu les choses, quoi. Voilà. On a des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Et le problème, c'est que ça arrange tout le monde aussi. C'est-à-dire que si jamais on reconnaissait l'ensemble des pédophiles, qu'on savait les condamner, même si c'est pour les traiter derrière, hein, mais ça voudrait dire qu'il faudrait quelques prisons en plus en France hein, et quelques experts pour traiter tous ces gens-là rapidement. Et puis aussi, il faudrait investir dans le traitement des victimes. Et ça ferait assez cher aux finances publiques. Et personne n'a vraiment envie de ça. Et puis surtout, personne n'a envie que les victimes se mettent à parler, parce que je pense que ça ferait des dégâts à beaucoup de niveaux. Voilà. En plus, Et les avocats là-dedans, est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même des avocats qui arrivent à défendre certaines mères comme ça qui vivent des placements abusifs liés donc à ce que tu expliquais, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ce concept d'aliénation parentale, hein, qui est donc au cœur aussi ça crée des formes de biais cognitifs, enfin des biais en tout cas dans le traitement des dossiers des professionnels de l'enfance, de la santé jusqu'aux tribunaux. Est-ce qu'il y a des avocats aujourd'hui qui quand même ont réussi à gagner devant les tribunaux face à ce type de situation? Est-ce qu'il y a aussi des contre-exemples plutôt positifs? alors bon, on n'est peut-être pas forcément nous dans l'antipédo les bons exemples parce qu'on a souvent les cas désespérés, hein, ceux qui vraiment n'ont pas été décoincés déjà par les assos et où les avocats n'ont pas fait leur boulot. Hein. N'empêche que oui, alors il y a des fois où on arrive des fois à rétablir un peu la situation, ça peut prendre du temps. C'est rarement avec un seul avocat pendant toute la procédure qui dure des années en général. Euh, Parce qu'en fait, il faut regagner des droits de visite, il faut montrer patte blanche, il faut arrêter de parler des abus. C'est vraiment une longue négociation parce qu'il faut que la justice garde la face, hein, vous comprenez. Donc voilà. Mais des avocats honnêtes sur le long terme, on n'en a toujours pas trouvé, ni moi, ni aucune asso que je connais à l'heure actuelle.
Voilà, Waouh. c'est un problème. Je pense qu'il y a des pressions. Alors, c'est pas je pense, c'est je sais qu'il y a des pressions sur des dossiers. Disons que moi, je pense que les dossiers qui coincent le plus et ceux que je récupère, c'est des gars qui ont un peu le bras long quand même, hein. Donc, ou au moins des connaissances, hein, pour faire bloquer des choses pareilles aussi longtemps et de cette manière-là. Et donc, les avocats ont parfois des pressions carrément qui viennent de la justice elle-même. Voilà, hein. Moi, j'ai vu des procès où j'étais là, où j'ai vu des échanges de signes francs-maçons entre le juge et les parties adverses, enfin les avocats adverses pendant 3 heures d'audience, quoi. Waouh, waouh, waouh. Mais comment. Mm. Faut Donc, pas c'est. généraliser, mais c'est Hmm. tout un tas de facteurs qui font qu'on en arrive là, quoi. Tout à fait, mais quand même, ce qui est fou, c'est cette impunité judiciaire, quoi. On se demande comment c'est possible. On a vu pas mal d'exemples aujourd'hui, mais les hommes politiques corrompus prennent du sursis et les gilets jaunes qui ont jeté une bouteille en plastique vont prendre de la prison ferme. Mais là, on parle quand même d'enfants, on parle de violences sexuelles en particulier. Donc, normalement, ça devrait être au contraire des jugements très, très durs. Si c'était des jurys populaires, je pense que les peines qui seraient pas proposées, mais qui seraient actées contre ces agresseurs sexuels seraient beaucoup plus dures parce que on touche là à des situations inacceptables. Oui, bah il y a une justice vraiment. Nous, on s'amuse à comparer souvent le gars qui a. On voit dans la presse hein, les articles qui passent, et on voit par exemple le gars, il a été piqué 2 fois dans un supermarché, donc peine planchée, donc il se prend un an ferme. Et on voit à côté, dans un journal du coin aussi, il agresse sa petite fille, 6 mois de sursis. Voilà. Bon. C'est vrai qu'il y a alors il y a vraiment un historique qui a consisté toujours à minimiser les violences sexuelles. Bon, ça, je pense que c'est hérité du patriarcat hein, et du code Napoléon et compagnie. Hein. Mais au-delà de ça, je pense que la pratique est tellement répandue que ça arrange beaucoup de monde qu'on en reste là. Quand on voit qu'au Sénat, ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir une majorité sexuelle à 13 ans, mais il faut arrêter de rigoler, quoi. Hein, je rappelle qu'elle était bon. Il y a quand même un âge à partir duquel on peut se marier, qui est 15 ans. Bah, pourquoi on respecte pas ça? Pourquoi le Sénat refuse absolument d'entendre parler de ça depuis des années? En fait, je pense qu'il y a un lobby pédophile en France, il faut le dire. Hein. Et il est présent aussi dans la justice, il est présent aussi dans la politique, il est présent aussi dans les médias, comme on l'a vu à moult reprises dès que Polanski est accusé. Et voilà, et ce lobby-là s'active effectivement pour freiner des cas de fer dès qu'il est question de protection de l'enfance. Et ça n'encourage pas non plus, en plus, les victimes à s'organiser, vu comment elles sont traitées par la justice ou même par différents services que tu as pu énumérer. J'imagine qu'il y a des victimes qui ont tenté de s'organiser en association, il doit y en exister évidemment, mais de manière globalement, le tabou et cette impunité judiciaire encourage plus au silence, malgré tous les tapages médiatiques qu'on a pu avoir ces dernières années, hein, avec les affaires Weinstein à Hollywood, etc. Espérons que les victimes puissent libérer la parole aussi pour pouvoir montrer que c'est un problème systémique et non pas des cas isolés. Bah, oui, alors la parole se libère un petit peu, effectivement, on a avancé en 10 ans. Hein. On a quand même, et encore, enfin, il y a 10 ans, on parlait déjà déjà de réseaux pédophiles, on passait pour des fous dingues. Les victimes n'osaient pas l'ouvrir. Elles savaient qu'elles allaient en prendre plein la figure et elles seraient isolées. Là, ça commence à être moins le cas. On a l'impression que c'est plutôt les pédos qui commencent à raser les murs maintenant. Ceci dit, c'est pas la justice qui va être une grosse menace hein, aujourd'hui. Hein. Ce qui va être plutôt une menace, c'est l'opinion publique. Voilà. Ça peut être beaucoup plus embêtant, surtout pour des pédophiles en vue. Hein. Et l'opinion publique fait que les victimes aujourd'hui se sentent plus entendues. Voilà déjà. Et même si la justice ne les reconnaît pas, c'est important qu'ils sachent que dans l'opinion publique, il y a des gens qui sont pas dupes et qui comprennent le système, même si on ne doit pas forcément tout croire direct d'un coup, etc. Et que aussi il y en a qui exagèrent, qui fabulent, ça peut arriver. Mais n'empêche que le phénomène existe et on le reconnaît et on entend la parole des gens qui en parlent. Et on la met pas sous le tapis. Ça, c'est hyper important. Et à force,
il y en a d'autres qui auront le courage et ça fera le chemin pour d'autres. Et je pense que de toute façon, c'est une cocotte minute. Hein, on le sent. Hein, il y a un besoin de parler, il y a un besoin de dire, il y a un besoin de dénoncer la justice et ça va sortir de toute manière. Voilà. Et des gens, beaucoup de gens y travaillent d'ailleurs, que ce soit les assos qui essayent de se faire entendre des parlementaires et compagnie, ou ceux qui travaillent plus sur le terrain, ou ceux qui enquêtent sur ces affaires-là. Les journalistes maintenant commencent à évoquer ces affaires aussi, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans. Et tout à l'heure, tu parlais de certaines personnes qui avaient le bras long. Comment mettre dans le même sac en fait des cas, on va dire, d'inceste dans les familles. D'ailleurs, pourquoi le mot inceste? J'aimerais bien que tu reviennes sur ce mot-là parce qu'on parle souvent d'inceste dans les familles. Et donc, pourquoi pas utiliser le terme de pédophilie parce que ça reste de la pédophilie malgré que ça soit il y a un lien de parenté. Et donc, comment comprendre nous qui n'avons pas forcément fait les recherches que tu as fait la distinction entre des cas d'inceste dans des familles de simples citoyens qui sont des travailleurs qui n'ont pas forcément le bras long et qui n'ont pas forcément d'influence. Et est-ce que même ce premier type de public va avoir une forme je ne sais pas comment formuler ça, mais la justice entre guillemets va être gentille avec ces cas d'inceste et des individus qui ont plus le bras long, donc qui ont des postes à responsabilité dans différentes entreprises, dans différentes administrations ou dans le monde politique, et qui eux aussi sont confrontés donc à des accusations de pédophilie, qui eux donc ont une capacité plus ou moins directe. Tout à l'heure, tu as cité la franc-maçonnerie, il y a potentiellement d'autres lobbies d'influence et d'autres liens entre la justice et les différentes personnes qui ont de l'influence au niveau du pouvoir économique, au niveau du pouvoir politique. Donc, comment faire se rencontrer ces deux types de prédateurs sexuels et de pédophiles est-ce que, enfin, les deux vont avoir cette gentillesse de la justice et pourquoi ceux qui sont de simples citoyens ne vont pas avoir une justice quand même plus dure et plus juste? Alors, déjà, l'inceste, c'est particulier parce que c'est intrafamilial. Il y a vraiment une relation d'autorité qui est claire sur un enfant de la part d'un adulte de sa famille ou d'un plus grand. Et c'est un traumatisme qui est encore un peu spécifique par rapport à… alors, je suis pas spécialisée, je vais pas rentrer dans le détail du trauma spécifique de l'inceste par rapport au général de la pédocriminalité. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que l'inceste, c'est la plupart des abus sexuels sur mineurs. On hésite entre 60-80%, mais à la louche, c'est dans ces eaux-là. Donc en fait, le phénomène, il est beaucoup à gérer aussi dans la famille et dans les relations frères-sœurs et père-fille et grand-père, petits-enfants, etc. Alors l'impunité de la justice va pas être la même. Alors moi, pendant plusieurs années, j'ai couvert des procès de pédophilie qui étaient correctionnalisés. Je n'ai vu passer que des gens issus des classes sociales, on va dire populaires, très populaires. J'ai pas vu, je crois que j'en ai vu un, qui était de la classe moyenne. Je pense que c'est parce que, alors une fois j'ai interrogé un juge des enfants, je lui ai demandé comment ça se faisait qu'il n'y avait pas de bourgeois et comment ça se fait qu'il n'y avait pas de classe moyenne, de fils de profs, qui passaient pour pédophilie. Et il m'a dit, je pense qu'ils arrivent mieux à dissimuler les choses. Et effectivement, j'ai l'impression que s'ils n'avouent pas, ils ont très peu de chances d'être condamnés. Voilà. Donc moi j'ai vu des mecs un peu pas très fins avouer en plein tribunal. Là ils étaient marrons, ils avaient dû avouer déjà. Alors je devrais pas dire ça, mais c'est vrai c'est triste, mais les enquêtes sont tellement nulles que si le mec ne confirme pas, voilà. Donc en gros, si t'es un peu malin, il y a de grandes chances que tu t'en tires, quoi. Et quand on voit le fait que ce soit un phénomène qui est assez généralisé, malheureusement, c'est vraiment, enfin, c'est fou qu'il n'y ait pas plus de paroles qui se libèrent au-delà des victimes, parce qu'il y a des gens qui ont l'information, qui sont au courant. D'ailleurs, dans les dernières affaires qui sont sorties ces derniers mois, on a pu voir, voilà, d'autres personnes qui étaient dans l'entourage proche qui étaient au courant. Comment on peut justifier et comprendre en fait cette omerta. C'est fou quand même de voir comment autant d'individus ont des informations et restent dans le silence. Et au final, c'est de la non-assistance à personne en danger. C'est pas répressible par la loi de ne pas dénoncer en fait des crimes pédophiles sur enfants.
En fait, il se trouve que les dénoncer, c'est plutôt ça qui est réprimé aujourd'hui, hein, en France, hein. Voilà, ça c'est les faits. Le pourquoi ça sort pas plus? Parce que les journalistes ne peuvent pas. En fait, il faut savoir que un journaliste est obligé de respecter une décision de justice. Donc, à partir du moment où une affaire a été classée sans suite, c'est quasiment impossible pour un journaliste d'aller dire le contraire. Et alors, si le mec a été acquitté, alors là, je prends un exemple au hasard, l'affaire Outreau, où on a eu des acquittements en masse. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui que les acquittés d'Outreau sont coupables. Voilà, c'est comme ça. C'est un gros problème parce qu'effectivement, on a quand même 12 enfants victimes et seulement 2 couples de condamnés. Ça fait des trous dans la raquette. Mais on n'a pas le droit légalement d'aller plus loin que ça dans la réflexion, quoi. Voilà. Et donc, alors par contre, donc autant les coupables acquittés ou non condamnés sont protégés, autant les victimes, elles ne le sont pas, hein. Elles peuvent en prendre plein la figure. Elles sont plutôt, elles, suspectées de mentir à la base. Donc tout ça fait qu'il n'y a pas un climat de confiance qui règne pour les victimes et on les comprend de ne pas aller au créneau. Je pense que celles qui ont été dénoncées là récemment, Richard Berry, Duhamel et compagnie, ont quand même énormément de courage. Alors c'est des choses qui doivent certainement pas se faire seules, mais au moins ils ont mis le pavé dans la mare. Et ça permet un peu de voir que oui, le pédophile, c'est pas que le mec au bas de l'immeuble des HLM qui va attraper un gosse dans un buisson, hein. C'est aussi le mec qui est patron du siècle, qui règne sur Sciences Po, qui passe à la télé sur LCI en compagnie de Cohn-Bendit et même de Finkielkraut pour une émission complètement hallucinante de dogmatisme. C'est le mec qui nous explique quoi penser, qui murmure à l'oreille des politiques depuis des lustres, et c'est un sale pédophile. Il l'a reconnu lui-même. Voilà. Mais ça, si elle avait pas eu le courage de le dire, le mec, il sera encore à LCI à nous dire quoi penser et à murmurer à l'oreille de nos politiciens, comme d'autres copains à lui. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, pour faire sauter l'espèce de chape de plomb en béton armé même, qui nous ont mis sur la parole des victimes, il faut du monde, il faut de l'opinion publique derrière les victimes, il faut une conscience de comment ça se passe et qu'on n'est vraiment pas au pays des bisounours en France. Et nous, sur la pédocriminalité, on a même tendance à dire que la justice fonctionne davantage comme une mafia que comme quelque chose qui représente le peuple de quelque manière que ce soit. Et il faut savoir qu'en France, ils continuent à rendre la justice au nom du peuple français, hein. Oui, oui. Voilà. Donc ça, voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qu'on a essayé de déblayer à plein, en soutenant la parole de victimes, en essayant déjà qu'elles soient respectées et entendues. Alors, moi, je me suis retirée de ça un petit peu là ces derniers temps parce que j'ai plus le temps. C'est hyper chronophage, c'est long et ça porte pas ses fruits. Et je pense qu'il faut vraiment taper vraiment au cœur du système aujourd'hui, quoi. Et on est dans un système pédocriminel qui est bien plus ancré que ce qu'on peut penser si on n'a pas mis le doigt dans ces choses-là. Voilà. Et d'ailleurs, on entend à nous le grand public hein, sur ces sujets-là qui sont donc tabous dans les grands médias et même tabous dans la société, hein, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on fait ces émissions-là. Et je te remercie vraiment pour tes travaux de recherche parce qu'il y a vraiment une quantité assez incroyable d'articles sur ton site pour pouvoir comprendre ça. On mettra évidemment donc en lien sous la vidéo de nombreux articles que tu as pu produire liés à tes recherches. Nous, ce qu'on entend souvent, c'est les grandes affaires un peu qui ont fait la une des médias et avec des procès qui ont duré des années, hein. Comme Émile Louis, comme Jacques Dutroux, comme l'affaire Outreau, tu en parlais tout à l'heure. Et il y a un exemple aussi que tu voulais qu'on aborde, c'est l'exemple de Fourniret. Parce que souvent, nous, ce qu'on entend dans les médias, c'est souvent, on nous dit, c'est des hommes qui sont isolés, ce sont des fous, ce sont des gens qui sont dérangés, qui ont des pathologies psychiatriques. Et en fait, contrairement
à ce qu'on nous propose dans la lecture médiatique dominante, on entend d'autres chercheurs, d'autres lanceurs d'alerte, comme par exemple Carl Zero, qui a fait de nombreux, enfin plusieurs productions, enfin qui a produit des documents, des ouvrages sur le sujet. En fait, il montre que ces individus-là ne sont pas juste des fous qui travaillent seuls. Même là, encore hier, quand il était interviewé sur CNews, il racontait que le Landais était homosexuel et que potentiellement la petite Maëlys, paix à son âme, qui l'avait enlevé pendant ce mariage, en fait, s'il était homosexuel, potentiellement, c'était pas pour lui, en fait. Donc, encore une narration médiatique qui est infirmée par des chercheurs, des journalistes d'investigation qui essayent de trouver, en fait, de se rapprocher de la vérité, on pourrait dire. Oui, alors bon, le profil du prédateur isolé, moi je trouve que le meilleur exemple, c'est Dutroux qui a été alors le prédateur isolé, mais pas de bol, il a été arrêté en bande. Ils ont été jugés à 4. Voilà, donc ça c'est du prédateur isolé. On a un autre prédateur isolé, c'est Thierry Delay. Voilà, ou trop. Sauf que bon, quand tu regardes un peu le dossier, tu te rends compte que il y a eu plus de 60 adultes cités. Bon, il n'était pas tellement isolé et cité en tant qu'abuseur, hein. Voilà. Donc, le prédateur isolé, il y en a certainement, probablement, il doit y en avoir, hein. En tout cas, selon moi, c'est pas Fourniret, c'est pas Dutroux, c'est pas non plus Émile Louis. Voilà. Hein. Ces mecs-là, quand on regarde leur parcours, effectivement, ça colle pas du tout avec le prédateur isolé. Rien que de par les protections judiciaires hallucinantes qu'ils ont pu avoir. Fourniret, bon, c'est vrai que lui, alors il a commencé par une série de viols. Il a pris la peine minimale et il est ressorti dans un délai hyper court. Je crois qu'il a même pas fait 5 ans de prison la première fois. Il ressort de là, il commence à tuer. Bon, alors il y a aussi effectivement ce que dit son fils, hein, sur ses relations franc-maçonnes. Moi, je sais aussi que il est tracé en Belgique. Je sais que il traînait dans certains milieux en Belgique qui étaient proches des milieux de Dutroux. Voilà. Il y a des affaires assez rocambolesques, comme la fois où il va aller piquer des armes dans une caserne à la frontière belge. Il se tire de là avec, je crois, 8 flingues. Qu'on retrouve un peu disséminés partout en Belgique et notamment chez lui dans sa baraque. Et puis, il n'y a pas de suite. Alors, amusez-vous à aller braquer un commissariat et à piquer des armes, vous allez voir si vous vous en sortez comme ça. Bon, voilà. Et alors, effectivement, là, je lisais l'article sur Fourniret dans le magazine de Carl Zero, où ils expliquent qu'en 91, ils ont voulu placer les enfants de Monique Olivier chez Fourniret. Et un juge, comme par hasard, c'est le même juge, le juge Bourguignon, qu'on retrouve à Auxerre dans l'affaire Émile Louis, dans l'affaire Claude Dunant, où en fait, ils ont carrément permis à ces types-là de circuler pendant des années aussi. Enfin, donc en fait, c'est un petit monde, on retrouve souvent les mêmes noms. On s'aperçoit que Fourniret, quand il est dans Lyon, il n'y a pas Émile Louis, il n'y a pas Claude Dunant. Que quand il y a Émile Louis dans Lyon, il n'y a pas Fourniret, et ainsi de suite. Et quand Fourniret est dans le coin de la Belgique, Dutroux vient de se faire attraper. Donc on a un peu l'impression, quand on regarde les mouvements et les chronos, qu'il y a toujours au moins un tueur en série dans le périmètre, mais pas deux, quoi. Voilà. Et qu'on les répartit un peu. Alors, ce que je vous dis là, c'est des constatations, mais c'est peut-être complètement un hasard. Mais je trouve que ça coïncide beaucoup quand même. Quand on entend parler de Dutroux dans le sud, quand on entend... alors, il y a aussi le fait que Fourniret, là, ils essayent de lui coller un tas de meurtres. Bon, c'est pas forcément que ces meurtres à lui qu'on lui met sur le dos aussi, hein. Notamment là, le cas Estelle Mouzin, ils en sont rendus à 7 lieux de fouille pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin sur les indications de la femme de Fourniret. Et ça arrangerait bien tout le monde que ce soit Fourniret qui se soit occupé de cette pauvre petite. Donc, en fait, il y a vraiment des choses assez bizarres. Alors, Fourniret, il est vu. C'est des témoignages qui restent à confirmer, hein, mais il est vu un peu partout, quoi. Hein.
Donc, il n'est pas isolé comme on le dit. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit aux gens qu'il est isolé? Ça reste une chose qui est intéressante à comprendre. Comme Patrice Allègre nous a aussi dit que ce mec-là était un tueur isolé, un tueur en série. Or, le gars, il traînait quand même avec tout le gratin de Toulouse. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est des constats qu'on peut faire sans rentrer dans rien d'interprétatif et dans rien de encore bien complexe, mais il y a des affaires qui ont pu avancer. Euh, Notamment l'affaire Dutroux, où il y a beaucoup de témoins qui ont parlé, et ce qui apparaît dans l'affaire Dutroux, c'est qu'on a une connexion entre le banditisme et les milieux politiques. Cette connexion-là se fait autour d'espèces d'intermédiaires, souvent via la franc-maçonnerie, mais pas que, ou par le banditisme, que ces hommes politiques-là, généralement, sont au pouvoir, c'est des partis au pouvoir, et qu'en plus de ça, ils sont très proches des milieux atlantistes. Voilà. Moi, je constate que dans l'affaire Dutroux, par exemple, il y avait des photos de Partous qui ont été retrouvées dans le coffre d'un colonel de l'OTAN. Alors, on dira, ouais, c'est normal qu'ils se renseignent sur ces choses-là. Oui, sauf que moi, ce que je constate aussi, c'est que l'OTAN a utilisé la franc-maçonnerie pour développer pour développer ses réseaux après la guerre, hein, très souvent on retrouve de la franc-maçonnerie autour de ces réseaux-là. Voilà, je dis pas que tous les francs-maçons sont liés à ça, loin de là, mais je dis que c'est bien pratique la franc-maçonnerie pour planquer certaines magouilles, que ce soit des magouilles politico-financières, que ce soit du trafic d'armes, de drogue, etc. Et je sais aussi que c'est tellement pratique de créer un réseau pédophile quand on organise des magouilles, parce qu'on sait que la justice ira jamais chercher derrière. Bon, et quand même, c'est des systèmes qu'on voit assez régulièrement. En fait, le réseau pédophile va faire écran de fumée. Tout le monde va s'arrêter là. Voilà. Les journalistes iront jamais plus loin, etc. Donc voilà, en gros, le système, alors qui a vérolé, moi je pense, l'Europe depuis la guerre, quoi, depuis la fin de la guerre. Oui, parce que c'est pas qu'un problème français, hein, Ah non. c'est quelque chose qui traverse les frontières. On parlait en préparant l'émission de l'Angleterre aussi, de la Hollande, qui sont aussi qui montrent les liens avec un réseau international en fait, et qui montrent que c'est bien un réseau et non pas simplement des choses isolées. Oui, alors non, ils sont pas isolés. On s'aperçoit qu'ils sont même tous très connectés. Sur l'Angleterre, par exemple, en fait, en Angleterre, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, il y a eu l'affaire Jimmy Savile. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens. Mais alors Jimmy Savile, c'était un présentateur de la BBC qui avait une émission qui s'appelait Top of the Pops, qui s'appelait Jim Will Fix It for You. En gros, il organisait des rendez-vous entre les jeunes et les stars. Donc forcément, il y avait plein de jeunes et plein de stars. Donc le gars, il est mort je crois en 2009-2010, et en 2012, il y a eu un documentaire qui expliquait que c'était un gros pédophile, qu'en fait tout le monde le savait à la BBC. Et ce documentaire a été censuré. Et de là, tout le monde s'est dit, bah tiens, pourquoi ils censurent ce documentaire? Ça a fait vraiment un effet Streisand, hein. C'est-à-dire que du coup, tout le monde a été gratté sur le passé de Jimmy Savile. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des centaines de victimes dans les hôpitaux où il avait porte ouverte parce qu'il faisait des œuvres de charité avec tout le gratin. Voilà, donc il avait les clés des hôpitaux où il y a des victimes à l'appel qui racontent que il leur sautait dessus. Mais alors il y a aussi des récits de rituels encapuchonnés à moitié satanistes. Bon, passons. Le gars, il se baladait dans tous les orphelinats qu'il voulait. Il était copain avec avec Thatcher. Ils ont passé 11 réveillons
du premier de l'an avec Thatcher, mais à part ça, elle savait rien. Il était copain avec. Alors Thatcher, c'était une première ministre conservatrice. Il était très proche de tous les conservateurs de l'époque. Il traînait dans des bordels connus. Il avait un de ses meilleurs copains qui était Cyril Smith, un député libéral. Lui, il a eu 144 plaintes au cours de sa vie, qui ont toutes été classées sans suite pour des viols sur mineurs. Et tous ces gens-là, c'est eux qui faisaient la politique en Angleterre. Alors, du coup, à force de gratter, les gens ont halluciné. Du coup, il y a des victimes qui se sont mises à parler de tel réseau pédophile, avec tel ministre. Et en gros, bon, il y a la moitié quasiment des ministres de l'époque conservateurs et même après les socialistes d'ailleurs qui y sont passés. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'était connu par le MI5 et le MI6, qui sont les renseignements anglais. Non seulement ils le savaient, mais parfois ils organisaient carrément le bordel pédophile où ils prenaient tout le monde en photo. Et ça, c'était le cas, par exemple, à Elm Guest House, qui était un bordel actif à la fin des années 70, où ils utilisaient les gamins des orphelinats du coin pour satisfaire les politiciens. Et puis tout le monde prenait, les RG prenaient ça en photo. Et puis comme ça, on les tenait. Et ils ont fait ça aussi dans un autre orphelinat en Irlande du Nord, où là, ils faisaient carrément venir des diplomates étrangers aussi. Et ça aussi, c'était pris en photo. Et le truc, c'est qu'en fait, on est dans un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où tout le monde essaye d'avoir les photos les plus dégueu sur tous les politiciens possibles, et nationaux et internationaux. Et résultat, quand quelqu'un arrive pour dénoncer quelque chose là-dedans, il arrive comme un chien dans un jeu de quilles et il embête, mais vraiment, tous les renseignements. Parce que aussi, il faut comprendre que si on veut faire monter un politicien, c'est bien plus facile si on a des moyens de pression sur lui que si on n'en a pas, quoi, hein. Et le meilleur moyen de pression, il y a les délits financiers, il y a les affaires de mœurs, mais ça, c'est plus vraiment ce qui marche bien, c'est ça. Voilà. Et alors, les Anglais, alors tous les réseaux auxquels allaient ces politiciens-là avaient pour petite main des truands et des pédophiles notoires qui avaient des casiers longs comme le bras et qui se sont retrouvés à émigrer en masse à Amsterdam, où au début des années 90, Amsterdam est devenue, elle, la plateforme des réseaux pédophiles européens, avec énormément de production de pédopornographie. Et là, on retrouve dans les réseaux hollandais Dutroux, encore une fois, hein, qui va dans certains bordels de Amsterdam où on tourne apparemment des snuff movies à l'époque. Voilà. Et alors, quand T'as dit quoi? Les stuff movies? Ouais, c'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'au bout. Il y avait des enfants qui étaient tués, et le tout était filmé, et ces films-là se vendaient très cher. Voilà. Donc ça se faisait aux Pays-Bas et même en Angleterre dans les années 80, début 90, c'est documenté, quoi. Voilà. Et donc tous ces petits milieux se croisent. Et quand Amsterdam a commencé à mettre des peines de prison pour la pédopornographie, tout ce petit monde-là est parti vers l'Europe de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Voilà, en gros, un petit peu le système. Alors là, c'est brossé assez vulgairement, mais faut savoir que les réseaux, entre les réseaux français, les réseaux belges, les réseaux hollandais, nous, on a un petit peu l'impression que c'est un peu le même, hein, c'est un peu c'est un peu la même organisation, ça se croise, des fois, ça se passe dans les mêmes lieux, tout le monde passe la frontière tranquillement dans les deux sens. Bon, voilà. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que on se rend compte que il y a une vraie omerta là-dessus. Si les politiciens actuels n'avaient rien à se reprocher, je pense qu'ils seraient ravis de faire le chevalier blanc en disant nous, on a vraiment fait du nettoyage, nous, on va jusqu'au bout et on nettoie les écuries d'Augias. Eh ben pas du tout. C'est pas du tout ce qui se passe. Là, avec Chiappa et compagnie, on s'est pris des lois pourries pour ne rien faire en vrai. On a même failli nous inventer l'atteinte sexuelle avec pénétration, ce qui revenait à rendre le viol passible de 5 à 7 ans de prison, hein, sur mineur. Ça, c'est les inventions de la Macronie aujourd'hui.
alors qu'il y a un peu le feu au lac hein, aujourd'hui à ce niveau-là. Et quand on comprend les imbrications des réseaux, quand on comprend l'utilisation de ces réseaux-là par certains par certains courants des renseignements, par certains courants francs-maçons, quand on se rend compte que ce système-là permet de sélectionner des hommes de confiance en fait, hein, ou des femmes de confiance, il y en a aussi, et que tout le monde est bien mouillé jusqu'au cou, eh ben, on comprend mieux cette omerta et on comprend mieux comment il faut attaquer ce bordel-là, quoi. Et d'ailleurs, avant de réagir aussi à comment attaquer ce bordel-là, peut-être qu'on peut revenir sur des affaires d'actualité un peu ensemble, Dondé, Ouais. pour montrer que voilà, ça bouge aussi. Je sais pas si tu veux peut-être revenir avant sur David Steele ou partir sur des actualités tout de suite, comme tu souhaites. Alors, bah, dis-moi, tiens, Outreau, ouais, dis-moi Outreau, toi, de loin, là. Qu'est-ce que t'en as pensé sur le moment et puis au fil du temps de cette histoire-là? Ben moi, sans avoir creusé, si j'écoute, j'ai lu quelque chose, j'ai vu par exemple le documentaire de Serge Garde, je crois, qui avait sorti Mhm. un document sur l'affaire Dutroux. Mais sinon, ce que j'en avais retenu en tant que simple spectateur des médias, c'était ben, que des parents avaient été accusés à tort et qu'ils avaient au final subi tout un acharnement judiciaire qui était total, qui c'était un emballement judiciaire qui les avait fait passer pour ce qui n'était pas et qu'au final, c'était presque les accusés étaient des victimes, en fait. Bah, tout à fait, en fait, alors ça a été dans tous les sens, hein, l'affaire d'Outreau, en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est comment les médias ont organisé la mise en scène. Au tout début, quand l'affaire a été ébruitée au tout début, les médias étaient corrects, c'est-à-dire qu'ils parlaient d'enfants qui avaient dénoncé plusieurs adultes, que c'était grave, oulala. Bon. Et puis, tout d'un coup, entre en scène une série d'avocats, dont notre cher ministre de la Justice aujourd'hui, qui monopolise absolument la parole médiatique. Et pourquoi? C'est très simple. Ils étaient 12, enfin ils étaient même 15, 18 accusés. Donc ils avaient au moins autant d'avocats. En face, on avait 18 enfants, mais ils avaient deux avocats payés par le Conseil général qui n'ont pas ouvert leur bouche pendant toute la durée du procès. Et pas une fois dans les médias. Pendant ce temps-là, dans les médias, avant, pendant, après les audiences, pendant tout le long de la procédure, on a eu du Dupond-Moretti, on a eu Berton, on a eu tous ces gens-là pour nous expliquer que ces gamins étaient des mystificateurs, que leurs clients ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, etc. Et d'un coup, on a eu Florence Aubenas qui, au début, était normale dans son travail, qui se fait kidnapper en Irak, qui revient, qui a le temps de nous lire tout le dossier, et je peux vous dire qu'elle est balèze, en l'espace de 3 mois, mais alors balèze, et qui en plus de ça arrive à nous écrire un livre juste avant le procès en appel, ou je crois même le premier procès, donc secret de l'instruction bafoué, personne ne lui dit rien et elle nous explique que les gamins sont des gros menteurs. Voilà. Et à partir de là, il y a un storytelling qui s'est mis en place, donc une histoire, hein, un conte, hein, du catéchisme en fait, hein, qui s'est mis en place dans les médias, avec une parole monopolisée et une justice qui a eu clairement pas les moyens de travailler correctement là-dessus, quoi. Ça, c'est clair. Assez vite, ils se sont rendus compte que il y avait à peu près à un moment, il y a eu 80 enfants cités dans le dossier, mais en tant que victimes, une soixantaine qui ont été cités. Et en tant qu'abuseurs, il y avait à peu près autant d'adultes. Alors, ils ont saucissonné pas mal de dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a au moins une douzaine de personnes condamnées dans ce réseau-là, mais ça a été jugé séparément. Il y en a eu 4 par là, 3 par là, voilà. Et on a fait croire qu'il n'y avait pas de réseau à Outreau, parce que ça arrangeait bien. Or, le problème à Outreau, c'est que déjà, il y avait quand même, bon, au final, il y a eu 12 enfants reconnus victimes issus de 4 ou 5 fratries différentes. Et en plus de ça, ces enfants-là parlent de voyages en Belgique, ils parlent de viols en groupe, et puis ils parlent de meurtres d'enfants. Et d'ailleurs, ça étonne parce que
il y a eu des fouilles qui ont été faites à Outreau. Alors, ils ont mis un tractopelle pendant 24 heures qu'à creuser. On a dit que ça coûtait super cher à la collectivité et que de toute façon, les enfants montaient. Et là, on est en train de faire les 7e fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin sur les dires de Monique Olivier. Bon. Et là, personne ne dit rien. Donc, c'est toujours dans le deux poids, deux mesures. On se rend compte que, en fait, personne n'avait vraiment envie que l'affaire Outreau prenne les proportions qu'elle aurait dû. Mais le problème, c'est que les enfants, ils grandissent, que les traumas sont là. Et que cette affaire, il est hors de question qu'on l'enterre comme il l'aurait voulu. Voilà. En plus de ça, le dossier est tellement solide et la manière dont la justice a traité cette procédure est absolument lamentable. Voilà. Et sur le plan politique, il faut savoir aussi que ces gens-là ont réussi à avoir des indemnisations records qui ont été touchées en grande partie par leurs avocats. Bon. Et ils ont Voilà. été reçus, hein, comme sur la photo, ils ont été reçus à Matignon. Et ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. En triomphe. Imaginez ce que c'était pour les enfants, ce Waouh. moment-là. Et voilà. Et imaginez ce que c'est que de voir Dupond-Moretti ministre aujourd'hui. Ça fait peur. Bah ouais, parce que c'est lui qui leur a hurlé dessus à l'audience pendant des heures, à des gamins qui avaient 7, 8, 10 ans, qui étaient debout, qu'on faisait venir de leur foyer à Pétaouchnok, à pas d'heure, qu'on les faisait se lever le matin pour aller se taper 7, 8, 9 heures d'audience, dont des fois 2, 3 heures à parler tout seul dans le box des accusés en plus. Parce que ils ont configuré le tribunal de manière à ce que parce qu'il y avait trop d'accusés, donc eux, ils étaient sur le banc des parties civiles pendant que les gosses étaient du côté témoignaient dans le box des accusés. Donc on avait des gamins tout seuls qui se prenaient un Dupond-Moretti, puis un Berton, puis encore 4, 5, 6 avocats pour aller remettre en cause leurs paroles. Ça a été sur le plan du psychotraumatisme d'une victime déjà bien par terre. Alors là, et je peux vous dire qu'il s'en rappelle encore. Voilà. Donc ça, c'est Et en comment on plus, traite. Et voilà. Et depuis, on ne s'étonne pas qu'il y ait moins de 40% de condamnations pour viol sur mineur, depuis Outreau. Parce qu'on a dit, ils ont osé dire à l'époque qu'on avait sacralisé la parole des enfants. Mais jamais elle ne l'a été. Jamais on a eu 100% des enfants qui dénoncent quand voient leur agresseur au tribunal. Jamais. Donc on n'a jamais sacralisé la parole des enfants. Mais alors depuis, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est même plus, on les entend plus. On ne veut plus les entendre. et en plus, c'est fou parce que sans être expert de la question, sans être juge et avoir de compétences là-dedans, qu'on voit ces dessins d'enfants que tu m'as envoyés en amont de l'émission, concrètement, un enfant ne peut pas avoir l'imaginaire pour raconter ce qu'on peut voir au dessin à l'image. Ça fait penser aussi au dessin qu'on avait vu dans le documentaire d'Élise Lucet, qui était sorti en 1999 de mémoire, qui s'appelait Viol d'enfants, où aussi on voyait des témoignages d'enfants qui habitaient dans des zones géographiques différentes, des origines sociales différentes et qui faisaient des dessins avec des mises en scène qui se rapprochaient, enfin qui étaient relativement similaires. Donc à un moment, on peut pas dire c'est juste l'imaginaire des enfants. C'est pas, ça tient pas la route. Il n'y a pas besoin d'être expert de la question pour le bon Ah, sens je vais affirme être ça. honnête, hein, moi, il y a des matins où je me réveille et je me dis non, en fait, c'est moi qui suis complètement dingue, j'hallucine, je me suis fait des films, j'ai tout interprété, j'ai rien compris. En fait, ça peut pas. Et des fois, le matin, je vous jure que ça me prend, hein. Parce que Et en fait, il se trouve que pas de bol, j'ai un coffre entier avec des dessins comme ça, des piles de témoignages. J'ai un disque dur avec des gens qui m'ont parlé, qui m'ont raconté ça, dans des gens qui se connaissent pas dans des pays différents, qui racontent à peu près les mêmes processus. Bon, je veux bien qu'ils soient tous timbrés, hein, mais bon, faudrait qu'on m'explique ça sur le plan un peu psychologique, un petit peu si c'est faux. Mm. Et, euh, et bon, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'éléments. Le problème, c'est que les traumas, ils les ont bien, hein, ça, on a les preuves. Euh, et voilà. Et que quand on a une fratrie qui se met à raconter la même chose, comme on a eu le cas dans l'affaire du Var, bah voilà quoi, hein. Il y a un moment, la réalité elle dépasse la fiction. C'est une catastrophe à dire, hein, mais c'est une réalité. Je pense que l'horreur de certaines personnes et les pratiques qui ont cours des fois à côté de chez nous dépassent mais vraiment l'entendement, hein.
Voilà. Alors, c'est plus Avant, courant qu'on croit. Ça, faut en avoir conscience. Avant de repartir sur des cas concrets d'actualité et de partir aussi sur des témoignages qui peuvent venir d'ailleurs, aussi quelque chose que tu m'as appris en préparant l'émission, c'est le fait que des fois, les enfants issus de l'immigration peuvent être des proies utiles. Enfin, c'est horrible de dire ça, hein, et là, tu m'avais transmis cet exemple-là, où en gros, voilà, aussi l'immigration serait un, entre guillemets, enfin, j'arrive pas à le dire, mais un vivier pour ces prédateurs, quoi. Oui. Déjà, en France, on constate qu'il y a quasiment plus de disparitions non élucidées de mineurs depuis l'arrivée des enfants migrants massivement autour de 2015. Déjà d'une, moi, ça me frappe. Et alors, il faut savoir que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas, j'ai vérifié, on perd la trace de la moitié des enfants migrants dans les 48 heures où ils ont été déclarés dans le pays. Mais quand on dit perdre la trace, c'est qu'on ne sait même pas où ils vont après. On les retrouve pas en Norvège, on les retrouve pas en Angleterre, on les retrouve juste pas, quoi. Ça fait des quantités d'enfants, hein. Et effectivement, quand on remonte les réseaux, on s'aperçoit qu'il y a des réseaux qui les chopent. Alors, déjà, il y a des centres pour enfants mineurs non accompagnés qui sont tenus par des gens clairement pas nets. Moi, j'ai le cas en Belgique d'un centre, enfin d'un très haut dirigeant de ces centres-là, qui est le frère d'un gars qui est complètement impliqué dans un réseau pédocriminel très actif dans le secteur Belgique, quoi. Donc, en fait, je pense que on met aussi dans les responsabilités de ces centres-là, en partie des gens qui vont pouvoir détourner ou au moins indiquer certains mineurs au réseau, qui vont, eux, se charger, entre guillemets, de les rentabiliser derrière, que ce soit en les entraînant à voler, ça va être le plus soft, mais aussi de d'autres manières, quoi. Ouais. Et alors, je vais arriver vite fait sur le trafic d'organes. Il faut savoir aussi que ça existe vraiment en France. L'autre jour encore, hein, je parlais avec un gars, il me dit les clodos à Paris, ils ont tellement peur d'aller à l'hôpital parce que leurs copains ils ressortent jamais, qu'ils y vont même pas. Et j'ai des cas effectivement, des affaires où on soupçonne fortement que des gens ont été trucidés à l'hôpital pour qu'on leur pique leurs organes, hein. Voilà. Donc ça existe en France et pas que au Kosovo. Donc tous Avec ces le fameux réseaux-là rire de s'imbriquent. Kouchner. Mhm. Mhm. Ouais. Mm. Donc tous ces réseaux-là, en fait, sont mêlés. Ça rapporte des milliards. Il y a la drogue, il y a les armes, il y a tout ce que vous voulez. Ça passe dans un sens les frontières, ça passe dans l'autre sens les frontières, etc. Voilà, le dindon de la farce, c'est le citoyen français au final, hein. Et donc, on peut revenir rapidement hein, pour faire la transition, pour après aussi étudier le discours médiatique hein, qu'on entend aujourd'hui avec une forme de dédramatisation en fait des violences sexuelles sur les enfants. Ça, c'est impressionnant. Hein. Tu citais tout à l'heure Fickelcrow sur les plateaux télé qu'on a pu entendre avec des propos. J'ai même pas envie de mettre d'adjectif dessus. Mais donc récemment, on a eu l'affaire Duhamel, par exemple, qui est sortie grâce au courage aussi des victimes. Hein, ça va pas être évident. Il y a eu d'autres histoires comme l'affaire aussi Gérard Louvain, t'en parlais en introduction, ou encore peut-être revenir sur Roman Polanski, qui a été aussi, lui aussi, défendu médiatiquement par pas mal de personnes, dont Jacques Lang, qui lui Ouais. aussi a des dossiers sur Ah, il lui. est On parle du toujours là, Maroc lui. aussi. Hein. Ah, il y a le Toujours là Maroc pour aussi qui est un défendre les pays, je copains. crois. Excuse-moi, il y a un petit décalage, je t'en prie. Non, c'est pas grave, je disais, il est toujours là pour défendre les copains, lui. Mm. Alors, ce qui est intéressant avec les cas Duhamel et Louvain, mais bon, dans la foulée, on a aussi eu Michel Foucault, il y a eu Matzneff. Bon, c'est quand même la vieille garde, hein, ils sont pas tout frais, hein, les mecs. Euh, Tu sens que bon, il y a un petit nettoyage qui se fait quelque part et que bon, voilà. Mais Duhamel, il est pas inintéressant parce que ce mec-là, en fait, c'est un fils de ministre déjà, hein, qui était ministre, je sais plus, intérieur ou un truc dans le genre, hein, sous Pompidou, il me semble.
Donc le mec, voilà, il est déjà dans les milieux depuis toujours, quoi. Hein. Il marine à Sciences Po, il est président du siècle. Donc le siècle, c'est un espèce de lobby où tu retrouves énormément de banquiers, de cabinets de conseil et de médias et quelques politiciens. Et tout ce petit monde-là discute des contrats, des fusions-acquisitions, de la vente du patrimoine français, en engraissant tous les cabinets de conseil et toutes les banques, etc. Ces gens-là font la pluie et le beau temps à Sciences Po, qui elle-même fait la pluie et le beau temps, on va dire, sur les milieux intellectuels et politiques parisiens. Donc le gars, c'était pas n'importe qui, quoi. Bon, on comprend mieux que ces gens-là ne se soient jamais vraiment insurgés contre Polanski ou contre l'affaire Outreau ou voilà. Hein, bon. Et quand on voit Finkielkraut, bon, il s'est enfin fait virer de LCI après avoir vraiment là défendu encore une fois Duhamel, mais lui pareil. Comment est-ce que, alors je dis pas qu'il est pédophile, mais en tout cas il fait partie du lobby pédophile. Alors, on parlait de Polanski. Polanski, aujourd'hui, il est à plus de 10 plaintes, je crois que c'est 12, pour viol sur mineur. Donc, au fur et à mesure qu'il y avait de nouvelles plaintes, bon, on a moins entendu Jack Lang et compagnie le défendre. Voilà, aujourd'hui même, Jack Lang nous explique qu'il a toujours défendu la pédophilie. Hein. Alors, c'était un lapsus. Il voulait dire qu'il avait toujours attaqué la pédophilie et défendu les victimes. Mais bon, en fait, tout ce petit milieu-là, qui a eu tellement de pouvoir pendant tant de temps, a fait régner une véritable omerta et une véritable terreur sur les victimes. Voilà. Et là, ils sont vieillissants, les victimes. Bon, maintenant, elles sont dans la force de l'âge, elles ont la quarantaine, elles en ont marre. Et il y a vraiment beaucoup de monde qui a envie de se les emplafonner, toute cette petite clique. Et on peut parler aussi des milieux du cinéma. Qui sont bien glauques aussi. Voilà, en fait, toute cette petite, en fait, c'est un panier de crabes qui grouille et où tous ces gens-là s'entendaient avec les artistes là. J'ai encore oublié son nom là, mais Hamilton, voilà, qui exposait ses photos de gamines de 13 ans à poil. Tout le monde trouvait ça joli dans les années 80. Mais pourquoi, quand tu avais Jack Lang, ministre de la Culture, il allait pas trouver ça moche? Et si toi, tu allais ouvrir ta gueule à ce moment-là en disant que bon, les mecs, quand même, elle a 13 ans la gamine, bah, c'était toi qui étais réac. Voilà, ou féministe, encore pire. Voilà. Donc, alors Gérard Louvain, c'est pareil, c'est pas rien, lui. Il a fait toutes les émissions de télé-réalité à la con dans les années 2000. Combien il y a de jeunes qui lui sont passés entre les mains? Donc, et le mec, personne allait. D'ailleurs, il est encore aujourd'hui défendu par beaucoup de stars qu'on fait leur business grâce à lui. Hein. Donc tout ça, c'est des milieux où en fait on se tient par les coudes, j'allais dire par les couilles, mais non, c'est par les coudes. Et en fait, entre ceux qui savent et qui disent rien, ceux qui veulent pas voir et ceux qui savent et qui de toute façon sont complices, donc ils diront jamais rien, bah, ça fait beaucoup de monde qui a pas trop intérêt ou qui ne parlera pas. De toute façon, il y a ceux qui se doutent et ça c'est pareil dans les milieux politiques. Ils sont tous plus ou moins au courant de rumeurs. Alors, ils vont toujours dire que c'est des rumeurs. Bah ouais, sauf qu'à un moment, euh, au bout de 2, 3 fois où tu entends les mêmes rumeurs, tu te poses des questions avec qui tu travailles, quoi. Voilà. Il y a des politiciens comme ça, quand ils ont un peu trop picolé, faut que les RG soient derrière pour qu'ils attrapent pas un gosse, quoi. Et c'est connu. Alors, ça se fait peut-être moins maintenant, mais dans les années 90, ça existait encore. Voilà. Et on a l'impression aussi en tant que public, enfin citoyen, quand on écoute les médias sur une dynamique de plusieurs années, voire plusieurs décennies, qu'il y a une tentative de certains psychologues ou pédopsies parlent de comment ils appellent ça. En gros, il y a une culture autour de la pédo, enfin il y a une hypersexualisation des enfants dans la publicité, dans le cinéma. Où on a l'impression en fait qu'ils tentent de faire qu'on fasse évoluer le regard populaire, le bon sens populaire autour de la pédophilie, et on a l'impression que les élites essaient d'influencer, d'insuffler en fait ces visions qui sont bizarres, qui sont les leurs, hein, parce que enfin des gens normalement constitués, je pense, on est tous d'accord que toucher à des enfants c'est un crime, et donc tu confirmes
cette tentative médiatique, cinématographique, publicitaire, qui essaye Ouais, de carrément. rendre l'enfant un objet sexuel, quoi, un objet attractif. C'est impressionnant. Ça, Même il y c'est a eu un film, ouais, ça, qui est sorti ça, c'est un récemment là. processus hyper intéressant, justement, cette sexualisation des enfants. Parce que, en fait, ça remonte à loin, cette affaire. Et ça remonte même avant le planning familial, enfin, au tout début du planning familial, qui, aux États-Unis, en Angleterre, bon, au début, ils voulaient éviter la natalité. Donc, ils voulaient que les femmes puissent accéder aux contraceptifs. Mais on a eu des théories très vite qui ont rejoint celle de Alfred Kinsey. Donc Alfred Kinsey, c'est à la base, il travaillait sur les insectes, le gars, et puis il s'est mis à écrire des bouquins sur la sexualité humaine dans les années 50. Et on dit que c'est le père de la révolution sexuelle. Et pour écrire ses bouquins, ce mec-là, il avait fait des tests en fait, hein, sur les pratiques sexuelles de prostituées, de repris de justice, etc. Et y compris de pédophiles déjà condamnés. Et il avait calculé comment se produisaient ces différents comportements qui pour lui étaient tout à fait normaux. Et voilà, et il t'expliquait qu'en fait, il y avait tant de pourcents qui aimaient la sodomie, il y avait tant de pourcents qui aimaient les petits-enfants. D'ailleurs, les petits-enfants préfèrent ça. Voilà. Et donc, pour les Américains coincés des années 50, voilà. Alors, ça a été une grande révolution. Il faut savoir que Kinsey, il traînait aussi dans des milieux satanistes, à Hollywood notamment. Et donc, son délire de libération sexuelle, comme par hasard, il rejoint, mais alors complètement ce que pouvait dire un halluciné comme Aleister Crowley, qui est qui est un sataniste anglais de l'ordre Templi Orientis et deux, trois autres groupuscules pourris dans ce genre-là. Mais en gros, tous ces gens-là, bon, alors la libération sexuelle des adultes, soit, là où ça pose problème, c'est avec les enfants. Et comme par hasard, à chaque fois, ça revient. Donc, Kinsey nous explique que voilà, les enfants ont une sexualité, qu'il faut l'écouter. Et comme par hasard, c'est des théories qu'on retrouve chez la meneuse, j'ai oublié son nom là tout de suite, du planning familial dans ces années-là. Et aujourd'hui, ces théories-là nous ont donné l'éducation sexuelle qu'on essaye de nous faire passer toujours via le planning familial international, ou l'éducation sexuelle en France. Et nous, on avait beaucoup critiqué ça à l'époque parce que, alors, outre les théories du genre et tout ce genre de trucs qui, pour des gosses, sont complètement hallucinants, on leur expliquait comment fonctionnait la sexualité, mais dès 4-5 ans, sans aucun volet de prévention. Alors, au bout de 3 ans, ils ont quand même mis un petit volet de prévention, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment que, parce que souvent, ce qu'on entend dire, c'est que euh, le gamin, en fait, il était pas consentant parce qu'il savait pas ce que c'était la sexualité. Mais à partir du moment où il sait ce que c'est la sexualité, on pourra pas dire qu'il était pas consentant. Et nous, on pense que ils essayent de pousser l'éducation sexuelle aussi pour que les enfants aient une sexualité active le plus tôt possible. Sachant qu'évidemment, un gamin, ça reste un gamin, et tant qu'il n'est pas fini dans sa tête, c'est un rapport complètement inégal avec un adulte, quoi. Donc, ça, c'est un délire qu'ils ont dans leur tête, qu'ils essayent de répandre, et on dirait que certains au Sénat ont à peu près la même idée, quand on voit la manière dont ils se positionnent sur des propositions de loi, quoi. Voilà. Donc oui, alors il y a clairement une volonté de sexualiser les enfants. Par exemple, pourquoi il y a du porno accessible partout alors qu'il suffirait de le mettre avec une carte bancaire et un abonnement à 150 euros par an, et là il y aurait plus d'enfants à en regarder. Comme par hasard, non. On préfère faire de l'éducation sexuelle pour expliquer aux enfants comment ils doivent interpréter la pornographie sur laquelle ils vont immanquablement tomber en prenant un téléphone portable. Voilà, c'est hallucinant. C'est dramatique, surtout avoir accès à la pornographie à 8, 10 ou 12 ans, ça peut être dramatique, ça peut avoir des conséquences. Et ça me fait penser à des témoignages que j'ai pu avoir de proches qui travaillent dans le monde, dans l'éducation, et qui ont vu des situations au primaire, en CM1 et CM2, qui dépassent l'imagination. Et j'ai même pas envie de raconter les détails, avec Non. du chantage, avec des rémunérations pour des actes qui sont pas normalement de cet âge-là. Et normalement, la sexualité est quelque chose qui se découvre assez naturellement, hein. Ce On qu'on va pas constate rentrer dans… en France, il faut vraiment que les gens le retiennent, c'est que l'âge moyen d'entrée dans la prostitution en France, c'est 14 ans.
D'où l'importance d'agir sur tous ces sujets-là. Ah ben oui, et les enfants, les gamins, en plus, quand ils grandissent dans certains milieux pas nets, bah, ils n'ont pas forcément conscience du tout de ce qui se passe, quoi, et de ce que ça leur fait, quoi. Et c'est des choses qu'après, bah, ils prennent en pleine figure adultes, quoi. Hein. Ensuite, Donc, on va peut-être… Ouais, je t'en prie. non, mais voilà, sur l'actualité, bon, voilà, en gros, ce qu'il fallait dire, en gros, hein, sur les cas qui se passent. Moi, j'appelle d'autres victimes à parler. De toute façon, on va les soutenir. Et bon, alors après, il y a la prescription, etc. Mais peut-être que s'ils ont continué, on va finir par avoir des cas non prescrits. Faut y croire, c'est comme Epstein. Hein. Là, on n'avait pas prévu d'en parler d'Epstein, mais là, l'affaire repart parce qu'il y a des Américaines qui ont dénoncé des viols d'Epstein en France alors qu'elles étaient mineures. Et là, c'est plus la France qui a la main, c'est du côté des États-Unis que ça s'active. Donc, on espère que Jean-Luc Brunel, bon, qui s'est fait attraper au moment où il allait partir au Sénégal pour les vacances de Noël. Maintenant, je crois, bon, il est sorti de prison, mais Jean-Luc Brunel était bien tranquille en France. Hein. Et il aurait même pas dû essayer de quitter le pays parce qu'en France, il risquait rien puisqu'il avait une plainte pour harcèlement sexuel. Donc, en gros, il risquait du sursis. Et là, il essaye de se barrer. Et boum, donc on doit l'arrêter parce qu'il y avait cette plainte des États-Unis pour viol sur mineur, etc., dont il était complice. Ben, du coup, là, ça va être un peu plus compliqué. Et j'espère que il y aura un dossier sérieux qui sera mené cette fois-ci par la justice en France. Donc, c'est à ce type d'échange qu'on a pour encourager à libérer la parole. Évidemment, les médias indépendants sont des espaces pour permettre aussi aux victimes de s'exprimer. Parce que malheureusement, tu le disais, toi qui as travaillé dans la presse traditionnelle, eh bien, il y a aussi une omerta et une censure concrète sur ces sujets-là. Et donc, face à tout ce que tu nous décris, qui est le combat, on n'a pas tous les mêmes morales par rapport à ces individus qui ont dû d'ailleurs subir aussi des traumatismes dans leur enfance pour pouvoir Pour avoir certains, oui. pour certains, pour être arrivé à ces niveaux de problèmes de pathologie psychiatrique. Hein, c'est vraiment assez grave. Tu nous parlais de rituels, de satanisme, etc. On fera peut-être d'autres émissions. Mais voilà, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi les axes de bataille? Parce qu'on est nombreux citoyens à Dexola depuis peu, ou certains depuis plus. Il y en a beaucoup, on est nombreux à découvrir ça assez récemment, et ça nous laisse, enfin, on est traumatisé, on se sent impuissant. Donc toi qui agis depuis plus de 10 ans et qui a fait de nombreuses recherches, si un citoyen est touché par ça et qu'il a envie de se sentir utile pour essayer de faire évoluer les choses, parce que malheureusement, plus ça va mal, plus ils sont forts, ces pédophiles. Donc nous, on doit résister au maximum Carrément, ouais. pour pouvoir leur montrer qu'on est présent et qu'on ne va pas lâcher le terrain, et que ce qu'ils font est inacceptable dans notre morale populaire et qui est partagé, je pense, par une ultra majorité des gens. Et donc voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour essayer de mettre la pression à ces monstres? Alors déjà, ça va faire un peu cosmique ce que je dirais, mais c'est vraiment une question de valeur. Hein. Il faut vraiment défendre les valeurs humaines euh, face à, face à tout ça. Euh, Après, bon, en tant que citoyen, la première chose à faire, c'est de pas fermer les yeux devant ces sujets-là. Déjà, si les gens peuvent faire ça, c'est beaucoup. Parce que c'est pas facile. Alors, je dis pas d'aller tous les jours se demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux pédophiles, mais c'est que d'être sensible à ces affaires-là et d'en parler autour de soi, de comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, on peut pas se dire que la justice en France fonctionne comme ça avec des enfants. Et si. Et c'est vraiment un problème. Et tant que les citoyens ne mettent pas le nez dans ce qui est en train de se passer, bah, ils ont les mains libres pour continuer.
Ils font un peu de cirque en faisant une loi tous les 2 ans qui sert strictement à rien et les gens croient qu'il se passe quelque chose. Or, il se passe rien si ils détruisent tout. Ils ont détruit le Conseil de l'enfance, tout ça parce qu'ils faisaient des propositions qui les dérangeaient. Ils font absolument rien pour la protection de l'enfance, qui est d'une opacité absolue. C'est presque, enfin, honnêtement, c'est devenu une industrie, hein, le placement des mineurs. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, où je pense qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît quelqu'un qui a eu une affaire de placement abusif, qui a eu des problèmes avec la justice pour ses enfants. Voilà, bah, c'est d'écouter ces gens-là et de pas les prendre pour des dingues parce que leur histoire a l'air dingue. Et à la limite, je dirais aujourd'hui, plus l'histoire a l'air hallucinante, plus faut regarder de près parce qu'en général, il se trouve que c'est vrai, quoi. Moi, pour avoir gratté souvent dans des histoires qui avaient l'air complètement surréalistes, bah en fait, non. Et j'ai trouvé le matériau pour corroborer la plupart de ce qu'on m'avait dit, quoi. Bon, je dis pas qu'il faut gratter, mais au moins être sensible à ça et en parler autour de vous, parce qu'en fait, c'est l'opinion publique qui fait bouger les choses sur ces sujets-là. Si la belle-fille de Duhamel a pu écrire un bouquin et en parler sur les plateaux, c'est parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui prêts à écouter ça. C'est parce que les gens sont de plus en plus sensibles à ça et qui comprennent bien qu'entre le discours et la réalité, il y a un hiatus qui est hallucinant. Enfin, c'est un écart pas possible. Donc ça, voilà, à ce niveau-là, c'est ce que les gens peuvent faire déjà. Et d'ailleurs, tu m'avais envoyé aussi 2 témoignages de femmes courageuses, une australienne, je crois, de mémoire, et l'autre qui est belge, je sais plus, Ouais, qui ont Nek aussi Lucas, ouais. témoigné. Voilà, donc peut-être qu'on peut parler de ces 2 femmes parce qu'il faut aussi les mettre à l'honneur. Enfin, les mettre à l'honneur dans le sens que c'est pas Oui, facile aujourd'hui pour les victimes de parler, donc c'est important peut-être de faire connaître ces femmes qui ont subi ces horreurs et qui aujourd'hui ont le courage de dénoncer ça. Donc tout d'abord, cette artiste dont tu m'as envoyé des dessins, dont je vais en passer certains, qui s'appelle alors elle, c'est Kim Noble, donc qui est une victime d'abus rituels et qui a du coup un fractionnement de la personnalité très marqué. Elle a plusieurs personnalités, elle qui cohabitent suite à des traumas très organisés qui visaient à créer des personnalités multiples, hein. On traumatise les enfants voilà, pour qu'ils switchent dans leur cerveau et voilà, et on peut leur distiller telle ou telle personnalité en les traumatisant de telle ou telle manière. Et elle peint ce qui lui revient. Donc c'est des scènes assez trash souvent, hein, de rituels très souvent et bon, qui parlent des meurtres aussi qui sont commis, qui parlent en fait du conditionnement mental qu'elle a subi. Elle le met en peinture, elle en parle pas vraiment. Voilà. Et alors, on retrouve le damier, on retrouve tout ce qui est la dualité, quoi, hein. Chez elle, c'est hyper marqué. Et c'est quelque chose qui revient chez beaucoup de victimes, enfin, chez même, je dirais, toutes les victimes que je connais, qui ont vécu des abus de type rituel, hein. Ils ont un mal fou avec les chronologies, ils ont un mal fou avec les lieux, les noms. Euh, les choses reviennent vraiment par flash, par bribes. Et c'est vraiment des sensations qui reviennent. D'ailleurs, en ce moment, les stimuli de stress remettent ces gens-là un peu dans l'état qu'ils avaient quand ils subissaient ce genre de traumatisme à l'époque, quoi, hein. C'est vraiment, vraiment, il y a vraiment des attaques contre vraiment le psychisme qui sont devenues très organisées dans ces milieux-là, en fait. Anneke Lucas, elle, c'est une Belge qui est partie vivre aux États-Unis, qui raconte son enfance dans une famille où sa mère, en gros, l'a prostituée dans le réseau pédophile belge. Et elle a fréquenté les milieux autour de Dutroux. Elle a assisté elle a assisté à des parties de chasse dans des villas. Elle raconte les gens qu'elle a vus. Donc c'était Newell, c'était Dutroux, c'était tel et tel politicien, c'était tel homme d'affaires.
Voilà. Et aujourd'hui, bon, maintenant, il y en a beaucoup qui sont morts dans les protagonistes, mais elle a décidé maintenant que elle dirait tout ce qu'elle a à dire, quoi. Et donc ça encore, ce témoignage, il rejoint la dizaine de témoins X qui ont pu expliquer dans l'affaire Dutroux que oui, c'était bien un réseau organisé avec des politiciens, avec des membres des renseignements, avec des truands, voilà, c'était l'impunité la plus complète. Et des témoignages comme ça, je pense qu'on en aura d'autres qui vont venir parce que ces femmes-là, elles ouvrent la porte. Alors là, c'est un dessin qui a été fait par Fiona Barnett. Donc Fiona Barnett, elle, c'est une Australienne. Euh, elle raconte, donc elle a à peu près 50 ans aujourd'hui, je pense. Et elle raconte que dans son enfance, pareil, elle vient d'une famille de nazis émigrés en Australie. Pédophiles et qui ont fréquenté la haute société et en gros qui l'ont vendue dans cette haute société australienne. Et elle expose, elle expose des ministres, premiers ministres. Elle explique que on l'a emmenée en avion aux États-Unis quand elle était gamine, que il y a eu des rituels. Là, elle en dessine un. Elle parle aussi de ces meurtres commis dans ce circuit-là. Elle dénonce, elle dit les noms, elle, et elle en a pris évidemment plein la figure. Elle a été traitée d'affabulatrice alors que elle a lancé des procédures. Et il y en a quand même une bonne partie qui a avancé. Il y a eu des témoins qui sont venus, etc., qui ont confirmé beaucoup de choses. Voilà, elle dénonce aussi, notamment Richard Nixon, qui est aussi dénoncé par des victimes américaines, notamment de MK Ultra. On peut partir sur les États-Unis où effectivement, à l'époque, années 80, on s'aperçoit qu'il y a un gros réseau pédocriminel qui se met en place aux États-Unis, notamment avec les mêmes circuits que le trafic de l'Iran-Contra, donc qui visait à fournir des armes à une guérilla au Honduras, armes financées avec de la vente de coke par la CIA, et c'est les mêmes avions qui transportaient les gamins entre certaines villes américaines au même moment, quoi. Voilà, pour les amener à des partout où il y avait du politicien américain et étranger notamment. Voilà, donc ça c'est le système qui existait, c'est certain, jusqu'aux années 2000. Ça a peut-être un peu évolué depuis parce que je pense que là maintenant on a les premiers présidents qui ont été victimes eux-mêmes de ce système-là. Et donc ça a une autre forme, c'est un peu plus diffus, mais ça continue, c'est certain. C'est toujours, tu le disais, des fois même toi le matin, après des années de recherche, des fois tu te dis est-ce que je suis pas folle? Mais nous aussi, quand on entend des histoires de rites sataniques, c'est dur à concevoir, c'est dur à imaginer, c'est dur à accepter, c'est dur à intégrer. Et si on veut partager aussi donc ces informations, est-ce que tu penses qu'il y a des portes d'entrée, des conseils pour en parler autour de nous? Peut-être que parler du satanisme, c'est peut-être pas forcément la meilleure approche. Donc, est-ce que tu peux aussi nous donner des conseils? Parce que des fois, on est submergé par nos émotions et on a envie de dire aux gens, mais réveille-toi, il y a des sectes sataniques. Ouais. Enfin, voilà. Faut surtout pas faire ça. Non, surtout pas faire ça. En fait, il faut y aller tout doucement déjà sur ces choses-là. Le vrai problème qu'on a, c'est la justice qui n'entend pas les enfants en France. Ça, c'est le vrai problème qu'on a. Et ça, c'est le vrai problème sur lequel il faut absolument sensibiliser notre entourage. En expliquant que 80% ou 76 ou 78% de classement sans suite des plaintes pour viol sur mineurs, c'est pas entendable en France en 2021. Ça, c'est le vrai problème. Et le pourquoi la justice fait ça, je l'ai dit, il y a tout un tas de problèmes de formation, de théories bidons qui sont en train de s'éloigner tranquillement mais lentement. Il y a aussi des gens qui travaillent sur la victimologie. Il y a des spécialistes comme, je pense à Muriel Salmona, mais aussi toute l'équipe du REPEA, qui est le réseau des professionnels contre les abus sexuels sur les mineurs, qui font un travail sur la victimologie, sur le trauma, sur le recueil de la parole des enfants, sur comment on répare aussi ces gens-là après.
parce que bah, il faut vivre avec tout ça. Et ça peut se faire, mais quand on sait les écouter, quand on sait travailler avec, et tout ça, figurez-vous que c'est un domaine qui reste complètement à explorer en France. Il y a vraiment que quelques. Et donc tout ça, faut encourager, faut en parler, et il faut que ce respect des victimes et de la parole des enfants en particulier soit plus fort que la présomption d'innocence du pédo, qui aujourd'hui est un principe de la justice absolue et qui doit le rester. Hein. Mais la parole de l'enfant doit aussi être une priorité absolue à recueillir et à écouter. Et il faudrait que les deux aient le même poids et pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. Quoi. Ça, ce serait l'idéal. Et ça, c'est vraiment ce que les gens doivent dire. Et que quand des gens, quand on vous parle de Fourniret, etc., ayez un œil sceptique sur ces dossiers-là. Quand on vous reparlera d'Outreau, essayez de comprendre ce qu'on vous dit et surtout ce qu'on vous dit pas. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai que j'ai été journaliste 10 ans. Je dirais les médias, ils mentent, ça c'est sûr, mais c'est assez à la marge, hein, les mensonges purs et durs. Là où ils manipulent les gens, c'est surtout dans ce qu'ils ne disent pas. Et donc, les médias passent leur temps à mettre le focus sur ce qu'ils veulent que vous voyez. Par exemple, là, ils sont axés sur l'insécurité ou l'immigration ou Le Pen, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment pas le souci aujourd'hui, quoi. On est juste en train de plonger au fin fond d'une dictature. On va bientôt avoir du traçage des citoyens. Les autres, ils sont en train de s'exciter avec Marine Le Pen, quoi. Ça, c'est typiquement pourquoi les médias n'ont pas parlé de tous les scandales qu'il y a eu avec la gestion de crise. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de la pédocriminalité? Pourquoi est-ce qu'à Outreau, ils ont absolument tenu à donner la parole presque exclusivement aux avocats de la défense? Voilà, pourquoi les médias ne parlent pas de certaines choses? Et c'est ces choses-là qu'il faut, en général, qui sont intéressantes. Voilà, un axe de bataille stratégique, c'est voilà, la protection des enfants et redonner de l'importance à leur parole. Et évidemment, ben, c'est un devoir de tout adulte de protéger les enfants. Et quand on voit comment aujourd'hui les adultes ont accepté le masque pour les enfants à l'école, et ben, on se dit qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, beaucoup de pédagogie, beaucoup de transmission pour essayer ben, de remettre un peu d'intelligence, de dignité et d'humanité dans notre époque. Est-ce qu'il y a encore des éléments, Dondé, qui te parlent? J'avoue que c'est pas évident d'échanger sur ces sujets-là. Je les connais à la fois peu et à la fois ils sont tellement forts en émotion que c'est pas évident d'animer notre échange. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que tu aimerais qu'on aborde que j'ai pas Bah là, j'ai pas eu le temps sur ces sujets-là, je pense qu'on a vraiment balayé un petit peu ce que j'appelle le système, hein, qui commence à la base et qui remonte vers le haut, hein, comme à peu près tous les systèmes. Aujourd'hui, je pense que dans la situation où on est en train de mettre les gens et nos pays, clairement, faut pas oublier que bah, demain, c'est les enfants. Hein. C'est eux qui feront la France et le monde de demain. Si on les brise, si on ne les entend pas, ça va faire très mal. Ça va être très difficile pour cette société-là avec autant de gens blessés, quoi. Hein. Donc il faut qu'on répare aujourd'hui vraiment et contre toutes les attaques, je dirais fourbes, mesquines, mensongères, autoritaires qu'on est en train de subir, il faut absolument qu'on garde notre sang-froid. Qu'on garde vraiment la tête froide et qu'on se refocalise sur les vraies valeurs, les nôtres, les valeurs humaines, celles du peuple, hein, celles des gens comme toi, comme moi, comme ceux, la plupart en tout cas, ou quasiment tous qui sont là à nous écouter, les valeurs des gens, en tout cas moi les miennes personnellement, c'est des valeurs solidaires et sociales. Et pour moi, ça passe par défendre toujours ce qu'on considère être la justice partout et en tout lieu. Donc, bon, chacun verra les choses un peu avec son background et ses moyens de compréhension. Mais aujourd'hui, il faut vraiment reprendre notre autonomie, notre liberté de penser. On parlait de la sexualisation des enfants tout à l'heure. Bah, nous, on n'est pas d'accord. Et nous, on ne voit pas les enfants comme un être sexuel. Et il est hors de question que ça soit comme ça. Et on le dira et on ne se laissera pas faire. Et on dira à nos enfants que non,
ils sont pas des êtres sexuels et qu'une gamine de 10 ans, elle sort pas en string. Voilà. Et il faut un moment qu'on reste tous bien cadrés sur nous-mêmes, bien raccord avec nos valeurs et surtout avec les valeurs de notre entourage, qu'on essaye de s'entourer de gens qui sont un peu à l'écoute et qui sont ouverts au monde et qui sont dans l'envie de construire et d'avancer, quoi, et pas de détruire et de casser et de faire mal. Là, je vous ai dit, effectivement, c'est dur à encaisser. Je vous ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Bon, mais bah, au moins vous le savez, vous mettez ça dans un coin de votre tête et à l'occasion, ça vous resservira certainement. Vous verrez les choses arriver plus clairement, ça vous fera tilt quand vous verrez des mécanismes. Et je pense que de toute façon, la parole va se libérer et que plus les gens soutiendront les victimes qui parleront, et ça va être votre rôle à vous aussi et à moi et à tout le monde, bah, plus on a des chances peut-être de réussir à renverser je dirais une certaine noirceur qui s'est installée par couches et par strates depuis des années. Voilà, en gros, mon point de vue. Super, mais merci beaucoup Yandé pour cette approche vraiment enfin voilà, où tu as réussi à nous présenter les choses d'une manière intelligente vu la complexité et la difficulté du sujet. Est-ce que donc il y a évidemment le site Don Debamos que Mara vous a affiché à plusieurs reprises Ouais, sur il y a l'écran et dans plusieurs les sites. Ouais. commentaires. Voilà, si tu peux nous conseiller aussi des ressources Alors, ou je sais pas, peut-être il y a le site évidemment, mais voilà. Pédopolis. Il y a le site Pédopolis. Pédopolis de mon ami Fred. Mhm. Et il y a le site MK Police de Alexandre Le Breton. Et il y a Mhm. aussi Wanted Pédo, qui est vraiment une association qui, elle, a vraiment les Avec mains dans le Maxime. cambouis avec les victimes. Ouais. Voilà. Et je tiens à les saluer parce qu'ils font un gros boulot et ils ont un site où il y a beaucoup d'outils aussi. Si jamais vous connaissez des gens confrontés à ces problèmes-là, il y a des outils, il y a des infos pour réussir à se défendre dans ce genre de procédure. Et puis voilà. Et puis il y a des associations qui ont plus pignon sur rue, qui sont plus, on va dire, dans le lobbying auprès des institutions, hein, comme l'AIVI ou des associations comme ça, qui font un travail énorme, quoi, aussi. Hein. Voilà, en fait sur l'antipédo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui individuellement s'est mis à essayer de faire quelque chose. Il y en a qui se sont transformés en assos, d'autres pas, mais en tout cas, on essaye à peu près de collaborer. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est que la Macronie a réussi à mettre tout le monde d'accord contre elle sur ses choix et sur ses prises de position, quoi. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Et d'ailleurs, on peut aussi Et Marion conseiller le Sigaud, on document, la donc le cite site. aussi, effectivement. Ouais. Je vois dans le chat Mhm. Marion Sigaud, effectivement, que je salue aussi et qui, sur les enfants, bah, on est complètement raccord sur ce sur quoi elle a alerté. D'ailleurs, l'hôpital général, elle a fait un gros travail en dénonçant justement le système pédocriminel, mais alors qui remontait au XVIIIe siècle, quoi. 17-18e siècle. Elle expliquait qu'à la cour du roi, déjà, Louis XIV, ouais, et ben déjà à cette époque-là, ils allaient récupérer, et Louis XV, ils allaient récupérer des gamins dans les rues de Paris. Ils les mettaient à l'hôpital général, qui est d'ailleurs l'ancêtre des services sociaux d'aujourd'hui, et que les parents de Paris s'insurgeaient parce qu'ils se demandaient où passaient leurs gamins. Et une partie finissait dans les colonies et une autre partie finissait à la cour. Voilà. Et c'est vrai que ce système-là est loin d'être neuf. Moi, je pourrais aussi rappeler rapidement quelques documentaires qui ne sont pas très nombreux, hein, mais il y a donc Outro, l'autre vérité, qui est disponible. On vous mettra tous les liens aussi, Zendvort, le film Carl Zero, ou encore, j'en ai parlé, le viol d'enfant, la fin du silence d'Élise Lucet, qui est Ouais. déjà très ancien. Et donc, tu parlais Et aussi d'ailleurs, d'Alexandre Le Breton, qui fait un gros travail, et F-Society, F-Team Society aussi. la fin du silence, France 3 dit qu'il n'existe pas ce documentaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, les spécialistes m'ont même confirmé le fait qu'il y avait eu certains
certains non-dits dans ce documentaire qui aussi, malgré sa qualité, pouvaient aussi pointer certaines limites. Donc voilà, c'est très, très compliqué d'aborder ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup, Don Devamos, vraiment pour cet échange. Eh ben, C'était avec pas évident plaisir. pour moi, mais en tout cas, c'était un bonheur, enfin un bonheur, c'est un sujet de t'accueillir parce que pour moi, c'est hyper important d'en parler. Et comme tu l'as très bien dit, à la fin, il faut qu'on en parle. Il faut pouvoir être vigilant, développer des points de vigilance aussi dans les informations qu'on reçoit sur tous ces sujets-là. Et évidemment, si on voit autour de nous des éléments des éléments qui mènent à des inquiétudes par rapport à tout ça, évidemment agir au maximum. Et même si c'est pas évident, donnons de notre temps pour protéger cette nouvelle génération qui fera le monde de demain, comme tu l'as très très bien dit. Et bravo encore pour ta détermination, pour ton travail. Ça fait des années. Tu as passé beaucoup de temps à faire ces recherches, qu'on aura l'occasion de refaire des échanges ensemble pour aborder d'autres sujets en tant que journaliste Ouais, quand tu veux. indépendante. Et vraiment, c'était un grand, grand plaisir. Bravo, bravo. Et merci à la communauté Merci à d'avoir été toi là. Merci à Marin. et merci Je t'en prie. à ceux qui nous ont écoutés aussi. Parce que c'était pas facile, j'en ai conscience. Tout à fait. Un grand merci à tous les auditeurs et un grand merci à Marin, à la technique, à tous les bénévoles du Front Médiatique. Et voilà, c'est une gamme ce soir. C'est un des sujets qui tient à cœur de beaucoup de frères et sœurs de famille. Et j'espère qu'on aura l'occasion, malheureusement, d'aborder à nouveau ce sujet pour surtout ne pas leur laisser la main. Et au contraire, que ce soit nous qui devenons forts et que eux, ils tremblent, ces êtres humains qui méritent simplement d'être traités psychiatriquement et d'être enfermés, de continuer à nuire et de traumatiser les enfants jusqu'à la fin de leur existence. On va y arriver. Allez, à bientôt tout le monde. Yes, merci. C'était Don Debamos et Akina sur le Front Médiatique. Belle soirée la famille.